Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du film Hurlevent. Il y a eu toute une polémique autour de ce film, alors déjà autour du film en lui-même, mais également autour de la promo. Donc un petit sujet léger parmi toutes les accusations qu'il y a dans tous les sens. Je trouvais que voilà, ça faisait un petit peu de bien de faire une pause. Et en plus, j'ai été le voir, donc je vais pouvoir vous donner mon avis en fin de vidéo. Donc, pour juste planter le décor, hein, il s'agit d'une énième reprise des Hauts de Hurlevent, qui est à la base un roman. Ça a été fait, je sais pas combien de fois déjà au cinéma. Et là, donc, pour la Saint-Valentin, ils ont sorti une version avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Alors écoutez, c'est parti. Alors, comme je vous disais, il s'agit à l'origine d'un livre culte d'Emily Brontë, qui est donc là pour le coup adapté par la réalisatrice britannique Emerald Fennell. Margot Robbie et Jacob Elordi incarnent Catherine Earnshaw et l'orphelin Heathcliff. Le film Hurlevent est donc sorti le 11 février et à l'origine il a été publié le roman donc Les Hauts de Hurlevent en 1847 et il est d'ailleurs l'unique roman d'Emily Brontë parce qu'on parle des sœurs Brontë généralement mais elles étaient trois. Donc l'autrice britannique avait imaginé une histoire d'amour et de vengeance qui se déroulait dans les paysages de landes et de bruyères du Yorkshire en Angleterre au 19e siècle. La jeune Catherine Earnshaw s'entiche de Heathcliff, un pauvre orphelin que son père a adopté, et devenus adultes, ils étouffent leur relation encore platonique qui défie les conventions sociales. Pour assurer son avenir financier, Catherine décide d'épouser Edgar Linton, son voisin, provoquant ainsi le départ de Heathcliff, humilié par cette union, et des années plus tard, ce dernier revient, riche et habité par un désir de vengeance qui dévore tout sur son passage. Alors, quelques mots sur la réalisatrice Emerald Fennell. Alors déjà, elle avait réalisé Promising Young Woman en 2020, également Saltburn en 2023, et elle a donc choisi d'adapter Les Hauts de Hurlevent en film, en misant sur une esthétique assez excessive. Alors oui, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, de très beaux costumes, et elle a délaissé la violence morale du roman. Et elle a sciemment choisi de placer le titre de son adaptation des Hauts de Hurlevent entre guillemets pour prendre ouvertement ses distances avec le roman d'Emily Brontë. Et c'est une donnée qui est très très importante justement pour la suite. Donc elle propose une vision très modernisée de l'histoire avec des thèmes présents dans l'œuvre originale, volontairement écartés de l'adaptation, et une direction artistique qui touche à l'anachronisme, comme en atteste la bande originale composée par Charli XCX. Désolée si je prononce pas très bien, je connais pas bien cette chanteuse. Alors voilà déjà donc pour bien situer comment c'est repris. Le casting a également beaucoup fait parler. On a choisi donc Margot Robbie pour incarner Cathy. Or, Margot Robbie a 35 ans et il me semble que le personnage du roman en a 15. Enfin, ça se déroule sur plusieurs années, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas lu le roman. Donc, il me semble qu'elle a 15 ans et Heathcliff 19. À l'origine, en plus, elle est brune. Bon, Margot Robbie, encore une fois, 35 ans, blonde. Donc déjà, ça a suscité de vives critiques. Et par ailleurs, on a également des internautes qui ont évoqué le phénomène de whitewashing, donc à savoir le blanchiment, concernant le rôle d'Heathcliff, parce que on a pris Jacob Elordi pour jouer le rôle d'un personnage racisé. Alors, certains internautes, je vous cite ce qu'ils ont pu dire, « Je ne veux pas passer pour l'ami trop woke, mais le fait de gommer les différences de classe et de race dans Les Hauts de Hurlevent pour vendre une romance lubrique et édulcorée me met vraiment en colère. » Alors, c'est un débat depuis très longtemps, à savoir les origines de Heathcliff. Depuis la parution donc, du roman, comme je vous disais, en 1847, beaucoup de personnes se sont interrogées sur l'identité ethnique de ce personnage. Le texte original évoque un jeune orphelin recueilli à Liverpool, fréquemment désigné par des termes péjoratifs associés aux populations de type gitane, ou suggérant une possible ascendance latine ou espagnole. Pourtant, aucun passage ne tranche clairement. Pour Michael Stewart, directeur du Brontë Writing Center,
il existe beaucoup d'indices laissant penser qu'Emily Brontë imaginait Heathcliff noir ou métis. Une conviction partagée par certains, alors même que l'histoire cinématographique du personnage est dominée par des acteurs blancs tels que Ralph Fiennes, je sais jamais comment on prononce son nom à cet acteur, ou Tom Hardy. Bon, comme je vous dis, il y a un débat. On ne sait pas s'il est métis, on ne sait pas s'il est d'origine latine, espagnole, gitandou. On ne sait pas vraiment non plus. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu sujet à interprétation, selon certains. Donc comme je vous disais, hein, Jacob, il est blanc. Donc ça a créé une tempête médiatique. Eh bien, la réalisatrice assume pleinement sa vision. Pour elle, chaque lecteur développe une connexion intime avec ce roman culte. Et elle déclare « Tous ceux qui aiment ce livre ont leur propre interprétation. Il n'existe pas une seule façon de l'adapter. » Quant au choix de Jacob, elle dit que ça relève autant d'une évidence esthétique que d'une émotion personnelle. Donc cette adaptation invite chaque spectateur à se forger sa propre opinion. Et comme le résume Margot Robbie, c'est un rôle immense. Jacob est exceptionnel et il marquera sa génération. Ensuite, le film et la promo en elle-même vendent un peu ce film comme étant la plus grande histoire jamais racontée. Or, le livre d'Emily Brontë démontre en réalité une relation toxique et extrême qui tombe dans la vengeance et la violence. Donc on reprocherait à Hurlevent, donc ce nouveau film, de chercher à aseptiser le roman. Donc le Figaro par exemple, je vais vous lire des critiques. Le Figaro déclare « C'est Emily Brontë qu'on assassine » et il qualifie carrément l'adaptation de grotesque. On a le Parisien qui estime que le film est surchargé, qu'il fait mal aux yeux et au cœur et qu'il saccage le chef-d'œuvre de la littérature. On a 20 minutes qui constate que derrière la promesse d'une histoire sulfureuse se trouve en réalité une romance pour préados, qualifiant le film de salmigondi tiédasse entre roman estampillé harlequin et polissonnerie soft façon 50 nuances degrés. On a le Huffington Post qui reconnaît que le film impressionne visuellement mais laisse complètement de marbre. Les Incorruptibles utilisent le mot purge. Ils déplorent la débauche d'effets décoratifs indigestes et le déluge d'effets numériques avec l'élection du kitsch comme seul horizon esthétique. Il en prend plein la face, ce film. Donc la critique générale semble s'accorder sur un point. Hurlevent est totalement formaté selon les tendances actuelles de la new romance et de la dark romance, aseptisé dans ce sens et semble avoir été fait précisément pour ceux qui n'ont pas lu le roman, monté comme un TikTok ou comme un clip vidéo pop. Non pas pour offrir aux spectateurs une alternative tout aussi riche et complexe de l'œuvre, mais pour au contraire biaiser son appréciation de cette histoire en faisant croire que la relation entre Heathcliff et Catherine est romantique, malgré les épreuves. Voilà donc les critiques. Maintenant, on va parler de la promo, parce qu'on a aussi parlé beaucoup de la promo. On a même fini par la critiquer, la promo. Donc déjà, il y a eu un petit couac autour d'un bijou que portait Margot Robbie lors de l'avant-première à Los Angeles. Margot Robbie portait un collier Cartier estimé à 8 millions de dollars. Pourquoi une polémique sur ce collier, vous me direz? Eh bien parce qu'il s'agirait pour certains d'un trésor volé lors de la colonisation. Et en Inde, on estime que ce diamant devrait être restitué au pays. Bon alors déjà il y avait ça. Ensuite, on parle de regard complice, de rose pour la Saint-Valentin et d'une obsession mutuelle entre les acteurs principaux, Margot et Jacob. Effectivement, ils ont affiché une grande complicité lors de la promotion du film. Pour rappel également, Margot Robbie est productrice du film. J'ai oublié de le dire. Et pour rappel, Jacob Elordi a déjà tourné pour la réalisatrice Emerald Fennell. C'était dans justement Saltburn et il avait été recommandé à la réalisatrice par Margot Robbie. Elle, de son côté, Margot Robbie, à ce moment-là, elle tournait Barbie, film qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office, parenthèse. 1 an plus tard, elle donnait naissance à son premier enfant. Et maintenant, voilà, elle est réunie avec Jacob Elordi, 2 enfants du Queensland, perdus dans la lande au cœur de la tragédie gothique d'Emily Brontë, titraient les médias. Alors, Jacob a suscité justement la surprise lors d'une interview en déclarant que lui et Margot
entretenaient une obsession mutuelle pendant le tournage. Il a expliqué qu'il veillait à ne jamais se trouver à plus de 10 mètres d'elle sur le plateau. Et il dit, si vous avez la chance de partager un plateau de tournage avec Margot Robbie, vous allez vous assurer de rester à 5 ou 10 mètres d'elle en permanence. On l'observe boire son thé, manger. À quel moment est-ce que ça va déraper? Et ça ne dérape jamais. Il y a des moments où l'on courait main dans la lande, peut-être même pas dans la scène, juste pour la mise en place, où je la regardais, elle me regardait, et là on réalisait vraiment qu'on regardait Catherine et qu'elle regardait Heathcliff. À ce moment-là, on faisait vraiment partie de leur amour pour de vrai. Et de son côté, Margot Robbie, elle disait être devenue dépendante affective de Jacob. Donc elle a confié à Fandango que lorsque son partenaire n'était pas à ses côtés, elle se sentait complètement perdue, comme une enfant sans sa couverture. Et dans cette même interview, Jacob a ajouté qu'il était complètement sous son charme. Il y a aussi eu un geste romantique de Jacob avec Margot pendant le tournage le jour de la Saint-Valentin. Alors là, c'était lors d'une interview, donc elle parlait à Jacob. Elle lui a dit « Tu as illuminé ma journée et dans le rôle d'Heathcliff, tu as rempli ma chambre de roses. C'était tellement mignon. » Je me souviens avoir pensé le jour de la Saint-Valentin, il doit être un très bon petit ami car il est plein de délicatesse. Elle lui a même offert, alors oui, pour rappel, il a 28 ans, Jacob Elordi, j'ai oublié de le dire. Elle lui a offert une chevalière assortie à la sienne, qui a été pensée comme un talisman secret pour accompagner justement la tournée de presse de Hurlevent. Et on peut voir justement ces deux pièces. Elles sont faites donc sur mesure. Elles ont été façonnées par Cissy Fenn Hughes. Pour la petite histoire, c'est la fondatrice de Cissy Jewelry, joaillière prisée des célébrités, Taylor Swift, Justin Bieber. Et c'est aussi une historienne de l'art devenue conteuse à travers l'or. Donc sa mission, incarner l'amour féroce et maudit de Catherine Earnshaw et Heathcliff, les amants impossibles d'Emily Brontë. Donc c'est comme ça qu'elle a créé ces bijoux. Massives en or, les chevalières présentent deux crânes peints à la main, enlacés dans une étreinte éternelle. Autour d'eux, des ronces s'entrelacent, évoquant à la fois la douceur amère de l'amour et la rudesse de la nature. Une esthétique sombre et romantique, directement puisée dans les landes battues par le vent, chère à Brontë et à la joaillière elle-même, qui a passé son enfance à errer sur les terres de Dartmoor, nourrie de légendes, de feux de cheminée et de récits de tombes anonymes où surgissaient des fleurs sans explication. À l'intérieur de l'anneau, il y a une citation célèbre de Brontë qui y est gravée. Ça dit « Whatever all souls are made of, his and my are the same ». Donc peu importe de quoi sont faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Et ça accompagné justement des initiales de Cathy et Heathcliff. Donc elle dit avoir ancré son travail dans la période même où se déroule la tragédie, une époque d'opulence et de grandeur romantique. Donc forcément, ils ont donc des chevalières assorties. Ils se font plein de mots gentils. Voilà, il a fait ça pour la Saint-Valentin, il a mis des pétales de rose, il se cherchait partout, c'était sa safety blanket, donc sa couverture, son doudou, quoi, Jacob. Lui, pareil, il pouvait pas se tenir à plus de 10 mètres d'elle. Donc forcément, de telles déclarations, de telles démonstrations d'affection, ça a un peu divisé le public. Certains ont pensé que il y a anguille sous roche entre eux ou quoi, il y a de la romance dans l'air. D'autres ont carrément eu la nausée en trouvant qu'ils en faisaient un petit peu trop, que c'était uniquement une espèce de fausse romance pour faire la promo du film. Et ça a justement rappelé à la promo que faisait Sydney Sweeney avec Glenn Powell, c'était pour le film Anyone But You, où justement, pareil, ils avaient l'air très très complices lors de la promotion du film. Il y a même eu justement des rumeurs, est-ce qu'ils sortent ensemble ou pas, alors qu'ils n'étaient pas libres. Enfin, après du coup, ils étaient libres, mais beaucoup ont même spéculé que leur couple avait capoté parce qu'ils auraient justement eu un truc ensemble. Bon, on a vu aussi la même alchimie opérée lors de la promo de Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Et on a eu aussi la même chose avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Apparemment, dans leur cas, la connexion était sincère, car Pamela a admis par la suite qu'effectivement, ils avaient entretenu une brève relation amoureuse. Et quand on m'avait dit « mais c'est un coup de pub », elle a dit « non, c'est sérieux, nous avons de vrais sentiments ». Bon, côté alchimie, on peut également penser à
Ariana Grande et Cynthia Erivo. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, elles se tenaient tout le temps la main, elles portaient des tenues assorties, elles pleuraient ensemble lors de leur tournée de promotion de Wicked. Il y a eu beaucoup de mèmes, du coup, qui sont sortis avec ça. Bon, pour le coup, là, beaucoup ont dit que ça leur donnait la nausée de les voir ensemble, Margot et Jacob, que c'était bizarre et de mauvais goût. Ils soupçonnent également que les déclarations enflammées des acteurs l'un à l'autre ne sont qu'un rouage de plus de la machine marketing du film, d'autant plus que le mari de Margot Robbie, Tom Ackerley, est l'un des producteurs du film. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que tout ça c'est sincère, ce qu'ils racontent, donc les anecdotes, est-ce que vraiment ils ont été aussi intimes sur le tournage, ou est-ce que ça a juste été conçu pour alimenter des rumeurs de romance, ainsi que faire le buzz sur les réseaux sociaux, autour d'un film qui n'a pas vraiment convaincu certains critiques. Là aussi, il y a ce sujet qui revient, c'est... Alors, certains pensent que quand on en fait des caisses dans la promo d'un film, c'est parce que le film est pourri. Donc il faut compenser pour donner aux gens envie d'aller le voir. Donc on a par exemple des gens qui déclarent sur les réseaux « Les rumeurs de romance ont été efficaces pour attirer l'attention. Cela dit, on estime que le phénomène est allé trop loin, surtout que le roman dont le film est adapté n'est absolument pas présenté comme une romance. » On a également une actrice et productrice qui s'appelle Ashley Rose Brisley qui partage cet avis. Elle dit « Le problème, c'est qu'ils essaient de romantiser une histoire sombre et toxique, ce qui risque de décevoir le public. Les spectateurs pourraient aller voir ce film en pensant qu'il s'agit d'une comédie romantique légère et insouciante, comme ils l'ont vu à l'écran, alors qu'en réalité, c'est une histoire profondément troublante. » Donc si les rumeurs de romance fabriquées de toutes pièces ont toujours été monnaie courante dans le monde des célébrités, cette Ashley Rose explique que le buzz autour de Jacob et Margot a agacé les gens car on sait qu'ils ne sont pas en couple. C'est une femme mariée avec un enfant, donc ça paraît très faux. D'autres personnes commentent « Toute cette histoire d'âme sœur m'exaspère, j'aimerais qu'ils arrêtent. » Encore un autre internaute « Ça a dévalorisé le film à mes yeux, ça sonne faux et ça se voit. » Bon, il y a quand même d'autres commentaires plus souples. « Je vois juste deux personnes qui font la promotion d'un film et qui s'encensent mutuellement. Je trouve ça super qu'ils aiment travailler ensemble. » Bon, il y a une journaliste spécialisée en divertissement qui s'appelle Indigo Stafford qui déclare qu'il s'agit d'un mélange de relations publiques habiles et de jeux d'acteurs intenses. Leurs déclarations théâtrales d'obsession mutuelle ont vraiment fait parler d'eux. Mais ce qui évite à toute cette histoire d'être sinistre, c'est que le mari de Margot est l'un des producteurs du film. Donc s'il n'est pas inquiet, nous ne devrions pas l'être non plus. En tout cas, pour Margot Robbie, oui, comme je vous dis, elle est mariée avec un enfant. Donc là, les gens se sont dit, soit c'est chelou, soit c'est malsain, soit ok. Juste, ils se sont très mal entendus, quoi. Et on a la créatrice de contenu Amelia Buxton qui a publié un message sur Instagram qualifiant la relation des acteurs de romance, de relations publiques dont personne n'avait besoin. Au vu de certaines critiques, je pense que le film n'a pas rencontré le succès escompté, ce qui confirme qu'ils avaient peut-être besoin de cette mise en scène pour attirer le public. Ce que je vous disais donc tout à l'heure, elle va dans ce sens-là, que parfois on dit que quand un film est pourri, du coup il faut forcer sur la promo. Parallèlement, on a une autre femme, Amy Brookbanks, qui est ancienne journaliste People, devenue experte en relations publiques, qui constate que certains fans commencent à se lasser des romances mises en scène. Les spectateurs et les médias ne sont pas dupes, ils font immédiatement la différence entre une romance authentique et une romance artificielle. Contrairement à Pamela Anderson et Liam Neeson qui ont su maintenir le suspense grâce à des moments publics subtil et soigneusement orchestré, ou à Sydney Sweeney qui a joué la carte de l'humour, Margot et Jacob sont allés trop loin. Bon, en tout cas, force est de constater que ça a marché parce que tout le monde en parle. Donc oui, ça a généré une avalanche de contenu viral. Tous les fans en ont parlé, malgré l'agacement que ça a pu causer à certains. Il y a quand même plein de gens qui se sont dit non, mais je m'en fous, en fait, j'irai voir le film, quoi. Bien sûr que j'irai. Je trouve que Margot mérite mieux que ça, mais je suis toujours une grande fan. Le film sort pour la Saint-Valentin, c'est le moment idéal. Là, je vous cite encore des internautes. J'irai sûrement le voir au cinéma. Je suis convaincue que la promotion est efficace. Donc au final, les acteurs qui ne sont que des collègues après tout, passent généralement à autre chose quand ils ont un nouveau projet à promouvoir. Donc effectivement, Jacob, il est déjà passé à autre chose parce qu'il a été photographié très proche
de Sydney Sweeney, qui est sa partenaire dans Euphoria, au Festival international du film de Santa Barbara. Ça a provoqué encore une avalanche de gros titres, hein, bien sûr. Donc, bon, amour de façade, entre guillemets, je sais pas. Mais moi, je les ai trouvés très beaux, hein, tous les deux, hein, lors des premières. J'ai trouvé les tenues qu'ils avaient magnifiques. Je trouvais ces petits gestes à Jacob quand il protégeait Margot de la pluie. Il mettait les mains au-dessus d'elle. Je trouvais ça trop mignon. On voit effectivement les regards qui s'échangent sur les tapis rouges quand il la voit de loin. Enfin, il y a une complicité, quoi. Après, est-ce que c'est fake ou pas? Je sais pas. En tout cas, sachez que malgré toutes les critiques, Hurlevent a récolté la coquette somme de 38 millions de dollars en l'espace de 4 jours, dont 32,8 millions de dollars du vendredi au samedi, donc quand il est sorti, soit le démarrage le plus puissant de la carrière de la cinéaste Emerald Fennell. Donc Hurlevent prend de la hauteur avec des recettes atteignant les 83 millions de dollars sur la surface du globe, et ce pour un budget estimé à 80 millions. Il y a donc fort à parier que la rentabilité sera au rendez-vous, car le lancement a été prometteur. Donc voilà pour tout ce qui a pu se dire dans la presse par rapport à la promo, au film, etc. Maintenant donc, je vais vous donner mon avis parce que j'ai été le voir, j'ai adoré. Alors après, il faut prendre, je pense, plusieurs facteurs en compte pour dire que j'ai aimé. C'est que j'ai jamais lu le livre. J'ai beau me creuser la cervelle, ça ne me dit rien du tout. J'ai l'impression d'avoir des flashs, mais je crois que c'est un film que j'ai vu. Mais alors, quand je l'ai vu, c'était quelle version, tout ça, j'en ai aucune idée. Je me souviens pas du tout. J'ai juste des flashs d'une nana en chemise de nuit blanche, près d'une fenêtre avec de la flotte. Dans une baraque lugubre, c'est tout ce que j'ai en tête. Je me souviens de rien d'autre. Je croyais même au début que je confondais avec Jeanne Eyre, parce que ça, par contre, Jeanne Eyre, j'avais beaucoup aimé, et au début, je croyais que c'était ça. Mais non, c'est Jeanne Eyre, c'est Les Hurlevents, enfin bref, dans mon cerveau, c'est un peu mélangé. Donc forcément, je rejoins les critiques qui disent que ce film-là plaira à ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu le livre. Bah oui et non, parce qu'en soi, là, si vous voulez, ce qui me pose problème avec toutes ces critiques, moi vous savez que les critiques, je m'en fous complètement, hein, je les écoute pas. Si le film tente, je vais le voir. Là, j'ai trouvé les critiques quand même un peu dures, parce que déjà, la réalisatrice a précisé que s'était inspirée du livre. Elle en a fait sa version, sa vision, son délire, quoi. Donc, je pense que dès lors où on a compris ça, on ne peut pas s'attendre du coup à avoir une reproduction fidèle, enfin une adaptation fidèle du roman. Enfin, à un moment donné, quand la réalisatrice elle-même annonce la couleur, il faut savoir où on met les pieds du coup. Donc, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire elle a massacré l'œuvre, etc. Elle en a fait sa version, c'est juste inspiré. Si elle avait dit oui, j'ai tout fait pour être le plus fidèle possible, etc., et qu'elle avait fait un gros bide, bon, on aurait peut-être pu ne pas être content. Et encore, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Hein. Mais elle a prévenu. Margot Robbie, 35 ans, qui joue le rôle qu'à la base est pour une fille de 15 ans. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même délire, quoi. Après, concernant, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur Internet, les gens qui crient au racisme parce qu'on a changé la couleur de peau du personnage Heathcliff. Écoutez, personnellement, ça c'est un sujet sur lequel je me prononcerai plus. La couleur de peau des personnages, ça fait un moment maintenant qu'on la change. Des personnages qu'on avait l'habitude de voir blancs, que maintenant on voit noir. Et maintenant, voilà, là, en l'occurrence, c'est l'inverse, même si on ne sait pas trop Heathcliff s'il est métis ou s'il est gitan ou latin ou quoi qu'est-ce, bon, on a pris un blanc. Bah, et alors, puisque maintenant on fait ça pour tout le monde, donc j'ai envie de vous dire, on va pas s'offusquer pour ça, maintenant on a l'habitude. Après, si ça avait une dimension importante dans le roman, dans le sens où le racisme était vraiment très abordé, encore une fois, oui, là je peux comprendre, si la réalisatrice avait acté qu'elle avait fait une adaptation fidèle. Effectivement, ça aurait été complètement con, du coup, de prendre un acteur blanc, alors que on adapte fidèlement le roman, et que apparemment dans le roman, le racisme a une place. Donc, force est de constater que la notion de racisme, si elle existait dans le roman,
Là, en tout cas, dans le film, c'est un facteur qui est complètement gommé, étant donné que le mari de Catherine, Edgar, est interprété par un acteur aux origines pakistanaises. Preuve en est que dans cette version, non, effectivement, il n'y a pas la notion de racisme qui rentre en ligne de compte. On reste uniquement focus sur la différence de classe. Apparemment, elle a aussi gommé un personnage. Je crois que Catherine a un frère, d'après ce que j'ai compris dans le roman. Là, il n'y en a pas. Donc, il y a plein de choses, si vous voulez, qu'elle a retirées. Il me semble aussi d'ailleurs que dans le roman, j'ai cru voir ça passer, que les personnages ne s'embrassent jamais. Là, il y a des scènes olé olé. Donc voilà, enfin, si vous voulez, si vous avez lu le livre et qu'effectivement vous vous attendez à avoir une adaptation fidèle, n'allez pas le voir. Mais si vous en foutez, que vous êtes complètement OK avec un remix dans tous les sens, bah allez-y dans ces cas-là, on s'en fout. C'est comme Baz Luhrmann qui avait repris Roméo plus Juliette en gardant le texte d'origine, mais en changeant toute l'époque, etc. Moi, j'ai adoré. Donc, là-dessus, si vous voulez, quand il y a des reprises comme ça, et que beaucoup de choses sont changées, ça ne me dérange pas du coup. Parce que je me dis, bah ouais, c'est une autre œuvre en fait, c'est juste inspiré de cette œuvre. Donc je comprends pas les polémiques en fait autour de ça. Dès lors où c'était clair que c'était inspiré, mais que c'était revisité, voilà. Par ailleurs, les décors, ils sont what the fuck aussi. Enfin, je vais pas recomparer avec Baz Luhrmann parce qu'il a vraiment transposé Roméo plus Juliette à notre époque. Mais il y a quand même des choses dans le film Hurlevent qui font assez moderne pour ceux qui l'ont vu. Je pense à la cheminée avec toutes les moulures en forme de main qui montent jusqu'au plafond, les sols rouges écarlates, même sa maison à elle, à Catherine, l'espèce d'arche en carrelage blanc là, alors que tout le reste il est hyper sinistre et tout. Il y a quand même des détails de modernité. Notamment les bougeoirs, il y a des mains qui sortent du mur, enfin c'est des fausses mains, hein. Mais les bougeoirs qui tiennent les bougies au mur, c'est des mains. Donc il y a un côté déluré dans ce film-là, au niveau des décors, des costumes aussi. Je pense pas que c'est comme ça qu'ils s'habillaient à cette époque-là. Mais je suis pas d'accord avec certains aussi que j'ai vu dire que c'était un film porno. Non, il n'y a aucune scène de nudité. Il y a quoi? Il y a 2-3 scènes de un peu olé olé, mais les personnages sont toujours habillés et ça va quand même assez vite, ça dure pas. Donc j'ai vu des films beaucoup plus osés que ça, perso, parce que moi du coup quand j'ai lu ça, je me suis dit oula, j'ai prévenu mon copain, je lui ai dit apparemment il y en a quoi. Alors à la fin du film, il m'a dit pardon. Il me dit mais il y a rien. Ouais, il y a 3 scènes et ils sont habillés. Donc je trouve que les critiques ont été également très dures à ce niveau-là. Je m'attendais à pire, à bien pire. Non. Pareil aussi, j'ai vu une critique très méchante en disant que Margot Robbie, c'était n'importe quoi de l'avoir castée, tellement qu'elle est botoxée, elle n'a plus aucune expression. Pardon. C'est faux, enfin, là pour le coup, enfin, moi qui me suis tapé justement à la saison 1 de All Sphere, Kim Kardashian qui est archi botoxée, là effectivement il n'y a rien qui bouge, hein. Il n'y a que les larmes qui coulent, mais il n'y a rien qui bouge. Margot Robbie ici, ça bouge, au niveau du front il se passe quelque chose quoi. Je la trouve splendide dans ce rôle, voilà, donc elle joue très bien, personnage très particulier en plus. Margot Robbie quoi, je l'ai trouvée juste magnifique. Et je l'ai trouvée magnifiquement expressive, donc non. Jacob Elordi, je sais que beaucoup le critiquent aussi en disant pourquoi il y a autant une hype autour de ce mec. Bah écoutez, moi dans ce rôle-là, il m'a convaincu, hein. Si on parle du Heathcliff d'origine, je sais pas ce qu'il vaut. Donc j'ai pas lu le livre encore une fois, je me répète. Mais là, moi je l'ai trouvé très bien dans ce film. Je trouvais justement qu'il faisait très bien le meilleur ami, très protecteur, etc., mais qui en même temps lui rentrait parfois un peu dedans. J'ai vu aussi l'amoureux au cœur brisé. J'ai vu aussi le côté je vais prendre ma revanche, mais en même temps j'y arrive pas parce que je l'aime. Et j'ai vu la peine à la fin. Moi, j'ai aimé leur histoire d'amour à tous les deux. Pour ça, je vous donne pas l'avis de mon copain parce que lui, il aime pas l'histoire d'amour, donc il m'a dit ouais, quand même, c'était un peu long. 2h15. Moi, je les ai pas vus passer. Moi, j'ai kiffé, mais parce que moi, voilà, c'est mon truc. Par contre, de dire on a remixé ça à la sauce TikTok, dark romance, etc. Alors non, les amis, non, 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 non.
Moi, justement, qui suis une lectrice de dark romance, c'est pas ça la dark romance, hein. Ça c'est de la vanille. Oui, c'est une relation toxique. Si on va là-dessus, oui. Mais enfin, j'ai vu tellement 1000 fois pire en termes de toxicité. Comparer ça à de la dark romance, non. J'ai trouvé ça très insultant pour les lecteurs de dark romance. J'ai trouvé ça également très insultant pour les personnes qui ont aimé ce film, parce qu'on est nombreux, heureusement d'ailleurs, parce que je trouve que ce film mérite une chance. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le plus beau film d'histoire d'amour que j'ai pu voir, attention, hein, loin de là également, mais c'est un film sympa. J'ai pas forcément été fan de tous les décors et tout, hein. Je vous ai juste dit qu'il y avait des bizarreries, mais c'est pas forcément une esthétique que j'ai adorée. Après, par contre, mention spéciale pour les costumes, mention spéciale aussi pour les scènes sous la pluie. C'était très sympa, parce que c'est marrant, dans la demeure de son mari, tout est très coloré, mais à l'extérieur de ça, tout est très gris, tout est très sombre. Donc il y a vraiment un contraste entre deux vies, les deux vies de Catherine, sa vie de femme mariée et sa vie avec Heathcliff, son père, etc. On le voit dans la colorimétrie, si vous voulez. Donc voilà, ça en tout cas c'est assez saisissant. Mais moi je les ai trouvés très convaincants, Margot Robbie et Jacob. Donc je trouve que les critiques sont très dures. Et encore une fois, la réalisatrice a prévenu que c'était largement inspiré du livre. Donc on ne peut pas reprocher à ce film d'avoir massacré l'œuvre originale, alors que ça n'est pas la promesse. Après, pour ce qui est de la promo romance, pareil, je trouve que là, on fait une tempête dans un verre d'eau. Moi, j'aime bien voir des acteurs qui s'entendent bien, qui sont mignons l'un envers l'autre. Je vois pas le mal là-dedans. Le mari de Margot, il est au courant de tout ça. Donc je pense qu'il a dû valider également, hein. Peut-être que oui, certainement, ils ont dû dire, allez, c'est de la com et tout, allez-y, vous représentez des amants. Essayer d'être un petit peu dans le personnage lors de la promo, pourquoi pas. Si tout le monde est d'accord, je vois pas où est le mal en fait. Et je pense pas que c'est mentir au public, parce qu'on sait que Margot est mariée. Donc pourquoi les gens diraient toujours, ils donnent la nausée, ils sont trop mignons et tout. Moi perso, j'aime bien voir des choses mignonnes, quoi. Ça ne me dérange pas. Bah, ils font la promo d'un film, quoi, c'est tout. Ils ont fait des couvertures de magazines ensemble, des interviews et tout. C'était une promo toute mignonne. On a vu de très belles tenues. On a vu deux acteurs magnifiques sourire, être très sympa avec les fans en plus. Jacob, il allait voir un peu tout le monde, Margot pareil, ils ont été hyper sympathiques et on trouve encore du mal à dire, quoi. Moi c'est ça que je vois. Peut-être que moi après je suis très naïve, hein, mais j'ai pas vu ça d'un œil, ils font de la com où ils nous vendent une fausse romance. Je me suis juste dit, bah ils s'entendent bien. Après une relation de codépendance, le terme est peut-être un peu fort, oui, j'avoue, peut-être, mais je sais pas, les conditions de tournage, ça se trouve, c'était sincère. Peut-être qu'ils étaient vraiment très très fusionnels et connectés sur ce tournage, et enfin, je sais pas quoi, moi je vais pas chercher midi à 14h, quand les choses se passent bien, elles se passent bien. Il n'y a pas eu de tromperie, Margot est avec son mari, son bébé, parce qu'aussi certains lui ont reproché ça. Oh, vous vous rendez compte, elle est gênante, elle a un gosse. Je trouve pas qu'elle ait fait quoi que ce soit de mal. Moi j'ai trouvé tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil là-dedans. Donc, et ça fait du bien, justement, ça fait du bien de voir des choses positives, de voir de jolies choses, de voir des sourires, de voir de la bienveillance. Et même si c'est faux, c'est pas grave. Moi j'ai adoré les voir ensemble sur les tapis. Je trouvais ça très mignon. Voilà. Bon, en tout cas, je vous recommande le film, hein. Surtout si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous aimez les romances passionnées, torturées, et qui, oui, sont toxiques, mais surtout romances passionnées et très déchirantes. Allez-y, en sachant qu'il y a encore plus poignant, plus voilà. Mais je trouve que ces deux-là à l'écran, ça marche très bien. J'ai beaucoup aimé. Mention spéciale aussi pour ceux qui jouent leurs personnages enfants. Géniaux, les deux petits. Géniaux. Donc moi, j'ai passé un très bon moment. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je reprends l'affaire Baldoni. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.